Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Jean Rieucot. Professeur émérite. Université de Lyon, Lumière Lyon 2. UMR 5600, Environnement Ville, Société. jeanrieucot@orange.fr. Des lieux complexes, partagés, actifs. Contextualisation, échelle, temporalité. La contextualisation des recherches de ce livre porte principalement sur le Maghreb, en particulier sur la Tunisie. L'Algérie, le Maroc et l'Égypte fournissent d'autres éclairages issus de travaux de terrain. La thématique, qui croise le partage et la complexité spatiale, convoque un grand nombre de disciplines: histoire, économie, architecture, design, philosophie. Elle mobilise, à l'intérieur de la discipline géographique, plusieurs de ses géomorphologies: hydrologie, climatologie, géographie culturelle, géographie du tourisme, géographie urbaine. L'échelle des lieux étudiés couvre quelques hectares, quelques kilomètres carrés, voire des centaines de kilomètres carrés. Les emplacements analysés dans cette publication sont localisés en milieu urbain, avenues, places, ponts, quartiers, en milieu rural, villages, marabouts ou zaouïas isolés, en zone littorale, laouïa insulaire des îles Kerkena en Tunisie, en milieu désertique, dépression de Karga dans le désert libyque en Égypte, oasis de Ksargilan dans le sud tunisien, sur des marges, sur des frontières, ville de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane française. La temporalité de l'usage des lieux est analysée dans le temps immédiat, dans le temps court, une journée, un mois, une année, dans le temps long, une décennie, un ou plusieurs siècles. La publication insiste plus particulièrement, pour chacun des lieux, sur la temporalité de leurs usages, de leurs pratiques, sur leur itinéraire, sur leur trajectoire, continuité, instabilité, réversibilité des fonctions et des activités. Comment au cours des siècles, en Tunisie, selon les dynasties, une médersa ou madrasa, école coranique, devient-elle successivement une mosquée puis une zaouïa? Des lieux actifs, inclusifs, aux usages entrecroisés. Les lieux sont abordés sous l'angle des fonctions, des usages, des symboliques, des identifications, des revendications et des appropriations. Il apparaît que nombre de lieux, dans leur fréquentation, dans leurs usages, sont complexes, mais que par contre, peu sont partagés. Les usages des lieux sont privilégiés dans cette publication. Dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, nombre de lieux, en un même emplacement, associent dans le temps plusieurs usages, simultanément ou successivement. Ces usages peuvent fonctionner de manière juxtaposée, coexistence ou partagée, croisée, interliée, entremêlée, enchevêtrée, entrelacée. Notre angle d'approche s'appuie sur des emplacements, des sites, des lieux, les plus inclusifs possibles, afin que les entremêlements et le partage des usages soient importants. Nous privilégions les lieux qui concentrent un grand nombre de fonctions, d'usages, afin qu'ils participent d'une complexité maximale. Sur un même emplacement, existent des usages primordiaux, centraux, dominants, complétés par d'autres qui sont de nature secondaire, collatérale. Nous recherchons des lieux aux fonctions et aux activités multiples, inattendues, improbables, que l'on ne s'attend pas à voir cohabiter, militaires, thérapeutiques, agricoles, marchandes, de loisirs, touristiques, religieuses, cultuelles. Les lieux retenus et étudiés sont actifs en fonctionnement, activités militaires, agriculture, thermalisme, loisirs, sont fréquentés, sites cultuels, sites touristiques. Les usages qui s'y déroulent s'appuient à la fois sur des acteurs publics, privés, sur la société civile, sur des acteurs religieux. Dans le cas des lieux sacrés et des lieux saints, les acteurs religieux seront les confréries soufis, les différents courants de l'islam sunnite, en particulier le malékisme, le salafisme, les frères musulmans, mais également le chiisme, les communautés judaïques, les églises chrétiennes. Lieux saints saturés de sens, entre tension et apaisement, autour de la Méditerranée. Lieux saints et sacrés, enchevêtrés entre plusieurs religions. Dans le champ religieux, la dimension lieu soulève la question de l'inscription spatiale du comportement et de l'attitude religieuse, à Albera, Pénicaud, Opsite. Le terme lieu saint a souvent pour synonyme, en sciences sociales, les termes lieu sacré, lieu de culte, lieu de piété, lieu de prière, sanctuaire, Albera, Pénicaud, Opsite. L'espace sacré est isolé et distinct des activités ordinaires, il possède des bâtiments spécifiques, à Albera, Pénicaud, Opsite. Les espaces sacrés se subdivisent en deux types de lieux complémentaires, les lieux de culte et les lieux saints.
Les premiers rassemblent l'assemblée des fidèles lors de l'exercice du culte régulier, synagogue, église, mosquée, marabout, Albera, Pénico, Psi. Les seconds participent d'une spiritualité beaucoup plus forte. Ils fonctionnent en lien avec une figure de sainteté et font l'objet de visites pieuses et de pèlerinages inscrits dans une temporalité exceptionnelle, non régulière, pour les croyants et pour les pèlerins. Pour les lieux saints et sacrés, partagés, sont privilégiés la mixité religieuse, le dialogue interreligieux. Sont mis en avant ceux qui constituent des passerelles, qui favorisent les médiations entre confessions. Afin de dénouer la complexité des symboliques, des significations, des identifications, des appropriations, des revendications de certains lieux saints par plusieurs religions, Rosenolk 2014, il convient d'analyser en priorité les lieux qui sont saturés de sens, à Albera, Pénico, Psi. Ceux-ci sont les lieux saints de la ville de Jérusalem, le caveau des patriarches à Hébron au Proche-Orient, le mont Carmel en Israël, la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba en Tunisie. À une autre échelle, il faut citer d'une part, les innombrables lieux sacrés de l'île de Chypre aujourd'hui divisés en 3 souverainetés, entremêlant de manière diachronique et spatiale, des lieux de culte complexes appartenant aux 3 religions du livre et d'autre part, la totalité de l'île italienne de Lampedusa, à Albera, Pénico, Psi. Les lieux saints qui possèdent une figure sainte vénérée par des religions différentes, fonctionnent dans un contexte de forte concurrence, d'hostilité, d'âpres tensions, esplanade des mosquées à Jérusalem, caveau des patriarches à Hébron. A l'inverse, certains lieux saints sont marqués par une proximité des cultes en un même lieu, telle la mosquée cathédrale de Cordoue en Espagne. D'autres sanctuaires sont caractérisés par une porosité cultuelle, synagogue de la Griba à Djerba, Mont Carmel à Haïfa et participent d'une coexistence pacifique, à Albera, Pénico, Psi. Lieux saints et sacrés, entre tensions et cohabitation apaisée au Proche-Orient. La vieille ville de Jérusalem a été classée par l'UNESCO en 1981. En 1982, cette ville est inscrite sur la liste du patrimoine en péril. Les principaux sites urbains touristiques de Jérusalem, par ordre décroissant, sont le mur des Lamentations, le quartier juif, la Via Dolorosa. L'esplanade des mosquées est ouverte à tous, mais la mosquée aménagée sous le dôme du rocher est interdite aux non-musulmans. Jérusalem possède également 2 autres lieux saints musulmans importants, Mosquée d'Omar, Mosquée Al-Aqsa. La ville de Hébron, au Proche-Orient, située en Cisjordanie, se trouve sur un territoire annexé par Israël depuis 1967. Cette ville renferme le caveau des patriarches, sous la forme de cénotaphes. Ce lieu saint est fréquenté depuis des siècles par les adeptes des 3 religions du livre. Abraham, un des 3 patriarches, est un des pères initiateurs des religions monothéistes. Le caveau des patriarches constitue pour les musulmans le 4e lieu saint de l'islam après la Mecque, Kaaba, Médine, mosquée et Jérusalem, dôme du rocher. La ville de Hébron concentre plusieurs lieux saints, reconnus comme liés à la vie d'Abraham, fréquentés par des touristes et par des pèlerins des 3 religions du livre. Ces lieux ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité en 2017, par l'UNESCO. Les 3 monothéismes ont en commun le même récit et revendiquent les mêmes figures tutélaires, d'une part les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que leurs femmes respectives, Sarah, Rebecca et Léa, Albera, Pénico, Psi. Le caveau a été divisé en 2 parties, l'une réservée aux juifs, l'autre aux musulmans. Les chrétiens peuvent fréquenter la partie juive, mais ne possèdent pas une infrastructure symbolique spécifique pour les recevoir, à Albera, Pénico, Psi. Leur visite est considérée comme une présence touristique, à Albera, Pénico, Psi. Si dans la majorité des lieux saints du Proche-Orient, l'appartenance religieuse n'est pas demandée aux visiteurs, elle est par contre contrôlée à Hébron. La partition du lieu, séparation du caveau des patriarches par des parois blindées, entre les zones réservées aux musulmans et celles dédiées aux juifs, a résulté d'oppositions et de tensions entre les 2 religions. Le mont Carmel, qui abrite la grotte d'Élie, est situé au-dessus de la ville de Haïfa en Israël. Il constitue un enjeu historique de coexistence religieuse, à Albera, Pénico, Psi. À l'origine, une synagogue matérialise la présence religieuse juive dans la ville.
Depuis le Moyen Âge, le site cultuel de la grotte d'Élie et sa synagogue associée sont partagés, dans leur fréquentation, entre les trois grands monothéismes du Proche-Orient et les Druzes dont la religion est dérivée du chiisme et possède des éléments empruntés au judaïsme. Les pèlerins interrogés évoquent la revendication, la vénération du même Dieu, du même prophète, Albera, Pénico, Opsi. Dans ce sanctuaire sans séparation confessionnelle, les quatre religions enchevêtrées déploient leurs rites, leur culte, dans une ambiance apaisée, pacifiée, Albera, Pénico, Opsi. Ce lieu saint du Mont Carmel mêle hommes, femmes, croyants, non-croyants, agnostiques, libres penseurs, adeptes de différentes convictions, de plusieurs religions, de différentes nationalités, de différents groupes ethniques, dans une présence apaisée et pacifique. Lieu saint et sacré insulaire, aux usages religieux séparés ou partagés, à Chypre, Djerba et Lampedusa. Les îles en Méditerranée constituent, dans l'histoire, des carrefours culturels et religieux. Les îles, à travers les siècles, bien que constituant des espaces d'enjeux militaires et économiques, sont des espaces sur lesquels le contrôle des États est plus faible que sur le continent voisin. Au cours des siècles, en Méditerranée, les îles sont le siège de croisements judéo-musulmans, ainsi qu'entre le christianisme rite romain, rite orthodoxe et l'islam, à Albera, Pénico, Opsi. L'île de Chypre, située en Méditerranée orientale, à 60 km de l'Anatolie turque, à 104 km à l'ouest de la Syrie, possède la troisième superficie insulaire en Méditerranée, 9251 km², derrière la Sicile, 24 462 km² et la Sardaigne, 23 818 km². Chypre est située au carrefour de trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'île constitue à la fois un poste avancé, un relais, une escale maritime, un lieu carrefour de rencontre. Cette île, dans son histoire, alterne entre une prospérité toujours renouvelée, le raffinement de ses civilisations, à la fois ouvertes et contraintes aux apports extérieurs, et ses drames, terres et ressources convoitées, île envahie, pillée, divisée, marquée par de constants déplacements de population. Cette situation géographique explique que depuis Antiquité, au fond humain que constitue la population originelle de Grecs mycéniens, rattachant leur civilisation au monde hellène, sont venus successivement se fondre. Les Phéniciens, les Byzantins 330-1191, les Assyriens, les Francs 1192 à 1489, les Vénitiens 1489 à 1571, les Ottomans avec intégration à Empire éponyme 1571 à 1878, et plus récemment les Britanniques 1878 à 1960. Chaque peuple laisse une empreinte culturelle et religieuse de son passage et de son installation. Cette histoire mouvementée de l'île en fait un véritable musée à ciel ouvert. Celui-ci déploie des vestiges préhistoriques, des temples grecs classiques, des villas et des théâtres romains, des basiliques des premiers temps de la chrétienté, la christianisation débute en 45 après Jésus-Christ, des églises et basiliques byzantines, des monastères orthodoxes, des châteaux des croisés, des cathédrales gothiques, des fortifications vénitiennes, des mosquées, des bâtiments de style colonial britannique. Peuplée de 1 219 051 habitants en 2018, l'île de Chypre se compose de 838 897 chypriotes grecs, République de Chypre, de 300 000 chypriotes turcs, Chypre Nord, et de 14 000 citoyens britanniques installés dans les enclaves militaires, environ 3% du territoire. Le territoire de l'île se divise en trois souverainetés. En premier lieu, existe celle de la République de Chypre, environ 61% du territoire insulaire, la seule internationalement reconnue, membre de l'Union européenne depuis 2004 et de la zone euro. Le drapeau de la République de Chypre met en avant la paix et la coexistence entre les communautés. Il se compose de la représentation géographique de l'île, colorée en couleur ocre, symbolisant le cuivre, une importante ressource naturelle de l'île exploitée depuis l'Antiquité, d'un olivier, symbole de la cohabitation des deux communautés, sur un fond blanc symbolisant la paix. La partie nord de l'île, occupée par l'armée turque depuis 1974, ainsi qu'une partie de Nicosie, seule capitale européenne contemporaine divisée, soit environ 36% du territoire, s'est autoproclamée République turque de Chypre du Nord en 1983. Elle est seulement reconnue par la Turquie. Sur les bâtiments publics et religieux, cathédrales-mosquées, flottent les deux drapeaux, l'un turc, l'autre aux couleurs de la République turque de Chypre Nord.
Il résulte de ces événements des déplacements de population considérables, à l'échelle de cette île, puisque 200 000 Chypriotes grecs ont été contraints d'abandonner leurs terres et habitations. Une ligne verte, ou zone tampon, environ 3,7% du territoire de l'île, contrôlée par des casques bleus de l'ONU, coupée de plusieurs points de passage, sépare les deux entités politiques de Chypre. Le statut de l'île est devenu un point de contentieux majeur dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie. La situation politique, trois souverainetés, religieuse, économique, géopolitique contemporaine complique, voire rend impossible, principalement à Chypre Nord, le partage, la mixité cultuelle, sur des lieux saints et sacrés, appartenant à deux grandes religions monothéistes, le christianisme orthodoxe et romain et l'islam sunnite. Une typologie du fonctionnement de ces lieux religieux est difficile à dresser. L'immense majorité des églises, des cathédrales, des basiliques catholiques sont soit désacralisées, soit devenues des mosquées. Quasiment aucun emplacement religieux chrétien, orthodoxe, romain, ne fonctionne selon le culte chrétien. D'autre part, très peu associent la célébration en un même lieu partagé, du culte orthodoxe et musulman. Appartenant à la République turque de Chypre du Nord, la partie sous souveraineté turque de la ville de Nicosie, appelée Lefkosia en turc, 83 000 habitants, première ville de Chypre Nord, abrite l'ancienne église catholique Saint-Nicolas, d'architecture gothique, construite à la fin du XIIe siècle. Celle-ci a connu, jusqu'à aujourd'hui, un itinéraire complexe, conduisant à une totale désacralisation du lieu. Un temps transformé en marché fermé, cette imposante architecture gothique a fait l'objet d'un important projet de réhabilitation, achevé en 2009, transformant l'église en centre culturel, siège de conférences, d'expositions, de concerts, jazz, tout au long de l'année. À proximité de cette église, la mosquée Selimiye est installée dans les murs de l'ancienne cathédrale catholique Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de l'art gothique, construite à partir de 1209 par le noble français Guy de Lusignan durant la période franque. Ce monument prestigieux, devenu touristique, qui fut la première cathédrale gothique érigée à Chypre, installée sur 25 hectares à proximité de la ligne verte séparant les deux parties de Nicosie, est long de 82,50 mètres. Après des pillages, elle est transformée par les Ottomans en mosquée. Ceux-ci construisent deux minarets, aux formes effilées, caractéristiques de l'architecture islamique turque, de 50 mètres de hauteur, dépassant les tours de la cathédrale préexistante. Autour de cette mosquée, l'empilement des civilisations, des empreintes architecturales religieuses participant des dominations politiques successives, s'étend sur le quartier ottoman de Selimiye, Mélan, église gothique, caravansérail, maison ottomane. Famagusta est le nom donné par les Francs, les Grecs nomment la ville Amochosto, 50 000 habitants, deuxième ville de Chypre Nord, est située sur la côte orientale de l'île, face à la ville de Latakié en Syrie. Elle est surnommée la ville aux 365 églises. Elle fut la capitale politique à l'époque des Vénitiens. Les Ottomans prennent la ville, après le siège de 1570 à 1571, puis chassent les populations chrétiennes hors des murs de celle-ci. Elle fut également une ville à forte notoriété touristique, dans les années 1950 à 1970. Le quartier de Varosha, enchâssé dans la zone verte depuis 1974, déploie des paysages mêlant des immeubles touristiques abandonnés, entourés de fils de fer barbelés et de petites églises orthodoxes. La ville concentre, dans la zone verte, un camp de l'ONU et dans la ville occupée par la Turquie, des casernes de son armée. En 1974, l'armée turque prend la ville, chassant à nouveau dans l'histoire des chrétiens chypriotes. Il en résulte un chassé-croisé migratoire entre les deux zones de souveraineté de l'île. Un départ de 30 000 Chypriotes grecs, installés à Famagusta, se produit vers la partie sous souveraineté grecque de l'île et l'arrivée concomitante, dans la ville, de réfugiés chypriotes turcs, issus des villes de Limassol et Paphos. La vieille ville est demeurée, depuis ces événements, quasiment inhabitée. Dans la ville historique, la mosquée Lala Mustafa Pacha, de grande dimension, 52,5 mètres de longueur, 22,5 mètres de largeur, 22 mètres de hauteur, fut encastrée par les Ottomans dans l'ancienne cathédrale Saint-Nicolas, lieu de culte initialement catholique, construit sous les Lusignans 1298 à 1312. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique possède une façade qui rappelle celle de la cathédrale Notre-Dame de Reims, construction entre 1211 et 1275, lieu de couronnement des rois de France.
Ce monument, endommagé lors du siège de Famaguste par les Ottomans en 1570, est transformé en mosquée l'année suivante. Sur le plan architectural, un minaret est ajouté sur la tour nord. Les sculptures de têtes humaines et d'animaux subsistent dans les parties les plus inaccessibles, ainsi que quelques tombes chrétiennes. À l'intérieur, la nef de la cathédrale est orientée vers Jérusalem, le mihrab vers la Mecque. Le mélange des styles architecturaux fait cohabiter, en avant de la façade de la cathédrale-mosquée et de ses arcs gothiques, des colonnes antiques, plusieurs mausolées de saints, turbans turcs et une madrasa. Les styles d'architecture religieuse, fortement entremêlés, ont fabriqué sur le même lieu un monument d'un type hybride, très singulier et quasiment unique en Méditerranée. La fréquentation de ce lieu saint, diachroniquement complexe, rassemble chaque jour des touristes internationaux, des citoyens grecs, des ressortissants chypriotes grecs, de religion orthodoxe et le vendredi, quelques adeptes de l'islam rassemblés à l'intérieur de l'édifice devant le minbar. Comparé à la mosquée-cathédrale de Cordoue, dans cette cathédrale-mosquée de Famaguste, il manque le fonctionnement du culte chrétien. Dans l'extrémité nord-est de Chypre, la péninsule de Karpa forme une longue pointe s'avançant dans la mer. Cette région méconnue, faiblement peuplée, 30 habitants au kilomètre 2, en forme de Finistère isolé, accueille peu de casernes de l'armée turque et se caractérise par une situation religieusement apaisée, dont témoigne la présence d'une centaine de Chypriotes grecs demeurés après l'invasion de 1974. À l'extrémité de cette péninsule se localise le lieu sacré, associant le monastère Saint-André, Apostolos Andreas, et l'église primitive d'Agios Avxentio. L'apôtre Saint-André, mort à Patras, enterré à Bari, venu d'Antioche dans le sud de la Turquie, souhaitant évangéliser la Mésopotamie, aurait échoué avec son navire sur la côte, à proximité de ce site aujourd'hui sacré. La perte de la vie, puis d'un retour à celle-ci de son capitaine, fondera le miracle dit de Saint-André, fondement in situ d'un important pèlerinage. Au pied du monastère, sur la plage, existe une fontaine miraculeuse dont l'eau sourd naturellement du cap calcaire. Hommes et femmes, chrétiens, musulmans sunnites, s'enduisent de cette eau et se recueillent, musulmans, prient chrétiens devant l'icône de Saint-André installée dans l'église. De jeunes popes chypriotes grecs entretiennent et gèrent le lieu, célèbrent le culte orthodoxe dans l'église, vendent bougies et objets pieux. Fontaine miraculeuse, église, icône de Saint-André, sont vénérées par des chrétiens orthodoxes catholiques, par des musulmans sunnites et fréquentées des touristes internationaux, dépourvus de convictions religieuses. La sacralité de ce lieu, en activité, semble s'imposer à tous. Dans cet emplacement de dévotion apaisée et partagée, certains entrevoient même les signes d'une réunification possible de l'île. Sur l'île de Djerba en Tunisie, la présence juive est millénaire. Les premiers juifs d'Orient seraient arrivés à Djerba dès le 5e siècle avant Jésus-Christ en 2002. Sur cette île très touristique, un attentat a visé la synagogue de la Griba, lieu saint interreligieux réunissant des chrétiens et des musulmans. Autour de la figure de la Griba, qui signifie en arabe « étrangère, mystérieuse », existe une indétermination religieuse entre judaïsme et islam, à Albera, Pénicaud 2017. Cette hétérogénéité religieuse est source de contacts, de croisements, de rapprochements cultuels, de dialogues interreligieux permanents entre juifs et musulmans. Depuis des siècles, s'est installée une fréquentation conjointe entre judaïsme et islam. Les musulmans croient au miracle de la Griba et se rendent à l'intérieur de la synagogue pour prier dans le même emplacement que les juifs tunisiens et ceux venus de l'ensemble de la diaspora. Chaque année en juin, la Griba, à l'occasion de la fête de Lag BaOmer, rassemble, lors d'un pèlerinage mémoriel annuel, des Tunisiens de confession juive ayant émigré en Europe, en Amérique du Nord, en Israël, à Albera, Pénicaud, Opsi. Si l'image de l'île est liée au tourisme de masse, 24% de la capacité d'hébergement de la Tunisie, entre 25 et 50% de la fréquentation touristique du pays, selon les années, depuis la révolution de 2011, celle-ci possède un patrimoine matériel et immatériel important et séculaire, dont la culture judaïque fait partie. Ce potentiel culturel justifie la demande d'inscription de cette île au patrimoine de l'UNESCO. Au cours des siècles, l'île italienne de Lampedusa, au large de la Tunisie, a joué pleinement un rôle de carrefour religieux. Sur cette île s'élève un oratoire à la Vierge et le mausolée d'un saint musulman.
Cette île a fonctionné au cours des siècles tel un lieu de refuge pour certaines populations. Elle a servi également entre le XVIe et le XVIIe siècle, de lieu de trêve militaire. En 2018, elle occupe une position clé sur les routes migratoires entre le Maghreb et l'Europe du Sud. Sanctuaires entremêlés entre juifs et musulmans au Maroc. Dans le Royaume du Maroc, une place importante est faite, en 2018, aux minorités dont les juifs qui sont au nombre de 3000. Le royaume protège également les soufis qui contrôlent nombre de marabouts, appellation marocaine des zaouïas. Cette protection envers le soufisme, face aux mouvements musulmans radicalisés, constituerait un rempart contre le radicalisme religieux. À l'intérieur des médinas, les mélahs ou quartiers juifs historiques des villes anciennes du Maroc, qui se sont vidés de leurs occupants à la suite de la guerre israélo-arabe de 1967, se reforment progressivement aujourd'hui avec l'arrivée de juifs séfarades en provenance d'Israël. Au Maroc, dans le Haut-Atlas, juifs et musulmans jusque dans les années 1950 à 1960 coexistaient pacifiquement. Cette région possède de nombreux mélahs de montagne, associant un quartier d'habitation, un cimetière et un mausolée. Marie Wari Varaka analyse comment, aujourd'hui, la communauté juive du Maroc et des juifs de la diaspora s'investissent dans la sauvegarde de ce patrimoine judéo-berbère et pratiquent un tourisme fortement identitaire sur les lieux de la présence séculaire juive dans le pays. Des pèlerins effectuent des pèlerinages autour de la tombe d'un saint enterré dans une zaouïa juive. Un culte des saints, comme dans l'islam, existe dans le judaïsme. Ce tourisme patrimonial et cultuel est complété par la vente de produits du terroir, safran, et de produits de l'artisanat, fondés sur un savoir-faire judaïque séculaire. Dans la région de Demnat, située à 100 km au nord-est de Marrakech, dans de nombreux mausolées de saints, la figure tutélaire est commune aux juifs et aux musulmans, qui effectuent dans ces lieux sacrés, de manière conjointe, dans une ambiance aujourd'hui devenue tendue, un pèlerinage. Les deux monothéismes au Maroc partagent de nombreux sanctuaires aux figures saintes identiques et partagent certaines croyances. En revanche, la nature des rites, des pratiques religieuses propres à chacune des deux religions, en relation avec des identifications et des mémoires différentes, se différencient. Des lieux comme siège de l'antimonde, des lieux hétérotopiques. Deux concepts peuvent éclairer plusieurs communications et thématiques de ce livre, marabout ou zaouïa, cimetière, place, ceux d'antimonde et d'hétérotopie. Des lieux qui relèvent de l'antimonde. Nombre de lieux abordés dans cette publication relèvent du concept d'antimonde. Cette notion revêt des formes multiples. Elle constitue un entre-deux, un tiers-espace, une marge, Grésillon Alexandre Sajaloli 2016. La marge comme l'antimonde est une partie du monde mal connu. Ce concept proposé par Roger Brunet concerne l'ensemble des lieux hors la loi commune, sans lesquels le monde normal ne pourrait fonctionner. Brunet, Ferrat, Terry, Opsy. Certains comportements et lieux permettent d'échapper, de se distinguer ou de se cacher des règles sociétales qui régissent la vie quotidienne. Rieucot, Lageste 2008. L'idée d'antimonde, appliquée à certaines zaouïas, met en avant le fait qu'elles ont constitué dans l'histoire un territoire de libéralité en dehors de l'orthodoxie religieuse musulmane. Les zaouïas, en Tunisie, peuvent aussi fonctionner dans la mixité homme-femme. Rieucot, Swissy 2016. Elles accueillent des cérémonies musicales, dans lesquelles les participants atteignent un état de transe, dont l'aspect festif déconstruit éphémèrement l'ordre établi. Lors des fêtes, dans ce lieu sacré, l'alcool et le sexe trouvent discrètement leur place. Autour de ces lieux, de jeunes amoureux se donnent rendez-vous. Une minorité des jeunes de 20 à 25 ans se rassemble la nuit, aux abords des marabouts, esplanades, bancs, plages, boivent de la bière et recouvrent les murs de graffitis profanes. Des lieux qui relèvent de l'hétérotopie. Plusieurs lieux traités dans ce livre participent de l'hétérotopie. Selon Michel Foucault, l'hétérotopie désigne des espaces autres en rupture, en contradiction avec les autres emplacements. Foucault, 1984. Il s'agit de lieux réels, des sortes d'utopies réalisées, hébergeant l'imaginaire. L'hétérotopie constitue une rupture temporelle, une sortie de la vie quotidienne. Michel Foucault a proposé des exemples génériques d'hétérotopie: cimetière, théâtre, prison, village de vacances. Les géographes ont utilisé le concept et l'ont appliqué à plusieurs espaces relevant de fonctions et d'échelles scalaires différentes, des régions,
des sites touristiques, des espaces publics, plages maritimes, Ryoko, Lagest, Opsit. Certaines régions touristiques isolées, de dimensions plus vastes que les micro-espaces proposés par Michel Foucault, possèdent pour certains chercheurs en géographie les caractères de l'hétérotopie. Le Khumbu, région népalaise de l'Everest, serait une hétérotopie globale, mondialisée. Jacquemet, Follon 2016. Cette région est située à une altitude supérieure à 3500 mètres. La communauté Sherpa qui la peuple la considère comme un Beyoul ou territoire sacré, dans lequel seules les âmes pures ont accès. Aujourd'hui, pour les Occidentaux, le Khumbu qui demeura longtemps une terra incognita demeure difficile d'accès. Altiport périlleux, dangereux pont suspendu, point de contrôle militarisé, porte sacrée. Les trekkers et alpinistes qui le parcourent doivent tenir compte du cadre empreint de religiosité. Jacquemet, Follon, Opsit. Pour ces sportifs de l'extrême, le Khumbu fonctionne tel un espace d'illusion, hors du temps, hors de la vie quotidienne. Il est propice aux rêveries, à l'imaginaire. Jacquemet, Follon, Opsit. Sa fréquentation par des touristes et sportifs du monde entier en fait une sorte d'hétérotopie globale. Par voie de conséquence, certains habitants, compte tenu des retombées économiques lucratives, veulent en ouvrir sa fréquentation au plus grand nombre. À l'inverse, d'autres souhaitent en priorité le protéger, dans ses dimensions environnementales ou sacrées. Jacquemet, Follon, Opsit. Comme dans de nombreux lieux touristiques mondialisés, empreints de sacré, une hybridité s'est mise en place entre le local et le global, que le tiraillement de la communauté Sherpa, pour faire des choix difficiles entre ouverture massive au tourisme et préservation des valeurs, des symboles, des significations liées au sacré, illustre bien. Certains géographes ont transposé le concept d'hétérotopie dans l'étude des sites touristiques complexes, Lasla, 2017. En Islande, le complexe de Blue Lagoon, lancé en 1999, situé sur les côtes sud-ouest de l'île, occupe 8700 km² sous la forme d'un isolat au cœur d'une coulée de lave datant de 1226. Ce lieu touristique associe une piscine chauffée, un spa, une salle de conférence, un centre de recherche en cosmétologie. Le Blue Lagoon forme bien une hétérotopie, Lasla, Opsit. Il s'agit d'un lieu, bien que localisé en Islande, qui se situe hors d'Islande dans les représentations et l'imaginaire qu'il déclenche. Il symbolise un emplacement extra-insulaire, une forme d'extraterritorialité, Lasla, Opsit. D'autres scientifiques ont adapté la notion d'hétérotopie à l'étude des places urbaines. Ainsi, la même impression HE-TE-urotopique, relevée pour le Blue Lagoon, vaudrait pour la place Jemaa El Fna à Marrakech. La localisation physique est Marrakech, Maroc, mais son emplacement symbolique participe de l'Orient, Gauthier 2009. Pour les Occidentaux, pénétrer sur cette place donne l'impression d'entrer dans un autre monde, dans le noyau d'une autre culture, Gauthier, Opsit. Le même auteur poursuit sa réflexion, fondée sur les représentations dégagées par certains espaces et territoires, Gauthier, Opsit, en prenant l'exemple de la religion catholique. Il évoque le fait de visiter le Vatican et la place éponyme à Rome, cœur du monde catholique, qui produit l'impression de pénétrer dans une autre culture, ce que la simple visite d'une église ne provoque pas. La Zaouïa, un lieu HE-TE-urotopique, sacré, culturel et touristique. Certains lieux cultuels, tels les Zaouïas, constituent des HE-TE-urotopies, parce qu'elles sont un lieu sacré, de spiritualité, de ressourcement personnel, vécu par nombre de fidèles et pèlerins comme hors du temps. Le soufisme, qui les enveloppe spirituellement, en fait souvent un lieu de tolérance. Les Zaouïas, au Maghreb, en particulier en Tunisie, en raison du saint enterré dans le mausolée, à cause du marabout, descendant du saint ou du gérant du lieu selon les croyances de ses fidèles, sont empreintes de génie, d'esprit. Elles possèdent des pouvoirs, en particulier la baraka. Les offrandes, sucre, argent, bougies allumées, têtes de coq tranchées, moutons égorgés sont faites à la fois à Allah, mais surtout au génie, djinn attachés au lieu et au saint. Les Zaouïas sont des lieux sacrés, cultuels, pour certaines devenus touristiques, d'où la difficulté d'associer en un même lieu des pèlerins et des touristes, de mettre en tourisme un lieu sacré, vivant, siège d'une religion populaire, Ryoko, Swissy, Opsit. Certaines Zaouïas y parviennent telles celles de Sidi Mérez à Tunis, où se côtoient pèlerins, touristes tunisiens et touristes internationaux. Les Zaouïas sont des lieux partagés où s'entremêlent l'islam orthodoxe, le mysticisme soufi,
le culte des saints ou maraboutisme, des survivances de paganisme berbère, un tourisme religieux, un tourisme culturel et patrimonial, tant tunisien qu'international. Historiquement, ces lieux sacrés sont marqués par sacralisations successives et différentes au cours des siècles. Sièges d'enjeux religieux et politiques, au cours de l'histoire, ils sont perpétuellement en débat, voire en controverse. Ottomans et Français vont utiliser l'influence et les réseaux des Zaouïas. Certains scientifiques ayant interrogé des pèlerins de Zaouïa, dans l'ensemble de la Tunisie, soulignent que ces lieux sacrés relèvent à la fois de l'archaïsme et de la modernité. Ces lieux HE accent aigu et E accent aigu utopique, empreints de soufisme, faciliteraient l'acquisition d'un équilibre personnel, d'un bien-être, apporteraient du care, procureraient une aide, un calme psychologique, en quelque sorte donnerait le moral. Selon Mounir Jaraya, qui a travaillé sur Sidi Bouakazine, Zaouïa situé au sud de la ville de Sfax, en Tunisie, la fréquentation de ce lieu par les pèlerins en provenance des quartiers populaires voisins permet de se ressourcer, de se recharger physiquement, de gagner en estime de soi, voire d'apaiser l'épilepsie. Jean Rieucot et Mohamed Souissi présentent la Zaouïa de Sidi Mansour, située au nord de Sfax. Elle reçoit des pèlerins issus de la ville proche, mais aussi de l'ensemble de la Tunisie. Les fidèles enquêtés, surtout des femmes de tous les âges, prient devant le mausolée du saint, munis de versets du Coran. Les pratiquants du lieu interrogés répondent attendre des pouvoirs du saint. Une aide psychologique, l'apport d'un équilibre personnel et sortir de la Zaouïa en ayant le moral. Nesrine Elouz démontre qu'en raison d'une fréquentation majoritairement populaire de certaines Zaouïas, celles-ci servent de zones refuge, de lieux d'asile pour des populations pauvres, analphabètes, socialement marginalisées. Les traditions d'hospitalité, de charité, d'ouverture aux non-croyants, portées par le soufisme, favoriseraient l'accueil des populations déshéritées et désorientées. Les Zaouïas joueraient un rôle d'espace de compensation, de lieu de méditation, afin de faire le point sur soi-même, fonction que les mosquées, par leur importante fréquentation, ne rempliraient pas. Wiem Zerouati étudie la Zaouïa de Sidi Sen, située dans la Wilaya, province de Sétif en Algérie. Cette Zaouïa représente bien l'itinéraire suivi par ce type de lieu sacré en Algérie. Lors de l'indépendance, ces lieux sacrés sont perçus par le nouveau pouvoir comme une survivance de pratiques cultuelles archaïques et populaires. À partir de 1989, la montée de l'islamisme radical, représentée par le Front islamique du salut, FI, déstabilise le fonctionnement religieux des Zaouïas. À partir de 1991, l'Union nationale des Zaouïas algériennes engage un combat contre tous les adversaires de ces lieux sacrés. Depuis 2004, des travaux de restauration et d'extension de ce Sidi Sen s'inscrivent dans un programme de réhabilitation de 9 Zaouïas de cette wilaya. Cette Zaouïa, en 2018, évolue, en se transformant en un centre culturel et islamique. Salem Daesh, au moyen d'une géographie du bien-être et de la santé, analyse le confort thermique à l'intérieur d'une Zaouïa, celle de Sidi Maklouf, située à 30 km au nord de la ville de Sfax, bâtie à environ 1,5 km de la mer. L'architecture de ce lieu sacré, très fréquenté en été, constitue une structure bien adaptée au climat du Maghreb, grâce à la coupole qui le surmonte. Le dôme, fait de matériaux isolants, peint d'une couleur blanche qui réfracte les rayons du soleil, fort albédo, produit en saison estivale une certaine fraîcheur, en particulier en période de temps caniculaire, situation de sirocco. La complexité territoriale, du micro-lieu au méga-lieu. Un des angles d'approche de cette publication privilégie des systèmes, dont les relations entre les éléments sont particulièrement riches et dans lesquels il y a trop d'agents, trop d'acteurs. Brunet, Ferrat, Terry, Opsi. L'étude de la complexité nécessite de prendre en compte de multiples déterminations, enchaînements, interactions et rétroactions. Brunet, Ferrat, Terry, Opsi. La complexité réside également dans le fait qu'un système peut ne pas être la somme de ses éléments. Sont particulièrement prises en compte dans ce livre pour chacun des lieux, sites, emplacements, territoires, espaces étudiés, leurs fonctions, leurs activités, les variables sociales et culturelles, ethnie, tribu, religion, civilisation. Des espaces publics complexes. Quartiers, avenues, places, ponts, forment de petits territoires morcelés en plusieurs catégories d'espaces publics. Ils constituent des lieux complexes et partagés. Abdelkarim Daoud traite de l'avenue Habib Bourguiba à Tunis,
ainsi nommée en 1956, date de l'indépendance de la Tunisie. Elle forme le lieu historique, emblématique, du centre-ville, depuis le protectorat français. Sous celui-ci, elle est appelée avenue Jules Ferry. Elle caractérise le symbole de la domination coloniale. Elle est bordée par le théâtre municipal de la ville et par Notre-Dame d'Afrique, la cathédrale de Tunis. Elle conserve cette appellation à partir de 1987, date de l'arrivée au pouvoir de Ben Ali. Depuis la Révolution de Jasmin, en 2011, elle apparaît comme un haut lieu disputé et partagé. L'auteur insiste sur le rôle de l'avenue dans l'imaginaire social et symbolique des lieux. Elle est analysée sous l'angle des aspects spatiaux du pouvoir, comme lieu de mémoire de l'histoire récente du pays. Le chercheur montre comment cet axe urbain met en relation les autorités publiques, la société civile, les acteurs économiques. Dépression, oasis, frontières d'État, des marges complexes au Maghreb, au Machrek et dans les Outre-mer français. Les lieux complexes et partagés peuvent être appréhendés à d'autres échelles. Maël Crépy s'intéresse à la dépression de Kharga dans le désert libyque, située au sud-ouest de Luxor en Égypte. D'une dimension de 180 km de longueur sur 40 km de largeur, elle se compose d'une multitude d'oasis. Occupée par l'homme depuis l'Antiquité, elle constitue une zone militairement sensible. Renforcement des installations militaires au XIXe siècle, présence renforcée de l'armée de terre égyptienne au XXIe siècle. Elle est localisée sur la route stratégique qui relie le Soudan au Nil. Les Romains en bâti des temples, des nécropoles. Ils chassent les pharaons, introduisent la viticulture, exploitent le cobalt, le phosphore. Les Perses construisent également des temples. Des églises byzantines y seront édifiées. Puis, des chrétiens coptes, une minorité religieuse inquiétée dans la région, s'y réfugient. L'arrivée de l'islam au 7e siècle se traduira par la construction de mosquées. Les Anglais, au XIXe siècle, mettront en place des systèmes d'irrigation dans l'ensemble du chapelet d'oasis. Aujourd'hui, les activités sont multiples. Tourisme à l'arrêt depuis les printemps arabes de 2011, baignade des populations locales dans les puits, agriculture, élevage, thermalisme, activités militaires. Les oasis désignent un lieu habité dans le désert parce qu'il y a de l'eau. Les oasis concentrent des fonctions nombreuses, écologiques, paysagères, patrimoniales, agricoles, productives, symboliques, identitaires, stratégiques, récréatives, touristiques. Par la multiplicité de leurs fonctions et activités, elles participent des lieux partagés et complexes. Najiba Chekir traite de l'oasis de Ksar-Gilan, la plus méridionale de Tunisie, située à 120 km à l'ouest de Tataouine et porte d'entrée vers le Grand Erg oriental. Lors de forages pétroliers, en 1953, les travaux libèrent des eaux profondes soufrées et chaudes, d'une température de 32 degrés, appartenant à plusieurs aquifères. Il en résulte la constitution d'un plan d'eau, aujourd'hui valorisé pour les loisirs, baignades, planches à voile, et l'exploitation des eaux aux vertus thermales supposées, l'installation d'un restaurant, de terrains de camping, la construction d'hôtels, capacité hôtelière de 700 lits. L'oasis, plantée de tamaris, riche d'une multitude d'oiseaux, est inscrite sur la liste indicative de l'UNESCO. Elle est en concurrence pour le tourisme avec d'autres oasis sahariennes tunisiennes, Nefta, 12, Tozeur. Les oasis attirent les visiteurs, à partir du fort imaginaire, de l'utopie que ces milieux suscitent chez les Européens. Commerce avec les caravanes de dromadaires, caravansérails, jardins, palmeraies, norias, zaouïas, mosquées, peintres orientalistes, écrivains, minorités religieuses. À Ksar-Gilan, les populations locales, des nomades sédentarisés, proposent un tourisme saharien fondé sur des randonnées tout-terrain, des méharées en dromadaire. Ils exploitent également des campements touristiques sommaires. Les acteurs du tourisme demeurent locaux, aucun voyagiste n'est présent. L'armée tunisienne, soucieuse d'occuper le territoire à proximité des frontières algériennes et libyennes, possède un camp militaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.